et bienvenue à l'émission de formation. On en est déjà à la 3e, à la défense des droits avec la QDR. Et aujourd'hui, je suis avec Serge Seguin, bonjour. Bonjour, M. Carrette. Qui est ce qu'on appelle un directeur général. On a toujours l'impression qu'on est dans un building à 50 étages et puis qu'il y a un monsieur tout à fait en haut. C'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça. C'est un grand mot qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Oui, non, c'est ça. Il est général dans la mesure où, justement, vous faites tous les boulots. À peu près, oui. on peut le voir comme ça aussi. Bon, alors, aujourd'hui, on parle de l'organisation de la QDR. Si vous êtes dans une section locale, ce que je souhaite, ou bien que vous entendez pour la première fois parler de la QDR, eh bien, c'est le moment de comprendre l'organisation. Alors d'abord, on va commencer par là, mais ça ne veut pas dire que le mot d'abord n'a pas de priorité. Il y a donc au national une petite équipe que tu coordonnes. Quoi, oui, on est 4 à la permanence, on est 4 employés. Il y a une adjointe et téléphoniste en même temps. Il y a le webmaster qui est l'informaticien qui s'occupe du site Internet et de monter et de la diffusion de nos émissions. Des émissions, puis du site, pour des sites aussi pour les sections. Okay. Et il y a aussi un agent aux communications qui est là, et moi. C'est trop de monde. C'est beaucoup trop. Bien, on a déjà été un peu plus que ça à cause de subventions, mais là, on est revenu à 4. On vient d'embaucher une nouvelle employée d'agent de communication qu'on avait grand besoin parce que la personne qui occupait ce poste-là a quitté il y a 2 ans pour un poste ailleurs. Donc, on a comblé là, récemment ce poste-là. On était très contents. C'est pour ça que ça doit être difficile. Le directeur général, bon, c'est pas très grave. On est directeur de caisse populaire, on fait le ménage, on ouvre la porte, on reçoit les confessions des clients et puis on essaye de leur prêter un petit peu de sous. Donc, c'est très diversifié. Ça c'est intéressant. Mais vous devez travailler beaucoup plus que 7 heures par jour. Oui. Théoriquement, notre horaire de travail, c'est 35 heures par semaine. Oui. Mais il ne faut pas compter les heures. C'est très théorique. Oui, c'est très théorique, ça. Ça, c'est très théorique, mais c'est plus que ça. On peut faire au moins un minimum de 50 heures par semaine. Oui, c'est ça, avec le même salaire. Évidemment. Oui, avec le même salaire. Mais on n'est pas là pour le salaire, on est là pour la cause, en premier. C'est Donc, ça. si on avait voulu être là pour le salaire, on aurait été dans l'entreprise privée. Ben voilà. Mais Pierre venait de là, lui. Oui. Vous venez pas de là. Ben non, je viens pas de là totalement. J'étais entre les deux. J'ai été longtemps comme conseiller aux communications et au marketing. Donc, j'ai autant travaillé pour des entreprises privées, pour des organismes communautaires et aussi des organismes gouvernementaux. Bon. Alors, on parlait du boulot, ça veut dire tous les jours du courrier ou des courriels par-dessus la tête, des surprises agréables ou désagréables. C'est usant, non? Mais c'est une passion, il faut dire que c'est une passion, sinon on n'est pas là. Si on n'a pas l'organisme à cœur ou si on n'a pas la mission à cœur, on ne reste pas là parce qu'on va s'ennuyer. C'est sûr que, comme tout autre emploi, les courriels, maintenant, ça prend beaucoup de temps dans une journée. Moi, j'en reçois beaucoup parce que je suis attaché à plusieurs partenaires, soit au niveau gouvernemental, soit au niveau communautaire, des partenariats, etc. Donc, je reçois beaucoup de courriels diversifiés. Donc, je reçois au minimum une 50aine de courriels par jour à traiter. Plus les téléphones qu'on reçoit là, auprès de nos partenaires, de nos sections membres aussi, qui nous appellent pour des problématiques, pour avoir une information. Et il y a monsieur, madame, tout le monde qui nous appelle pour leurs problématiques sur lesquelles on répond, on donne de l'information. Souvent, on va les guider vers d'autres ressources qui sont plus appropriées. Plus la gestion comptable, administrative. Oui, plus la gestion comptable, plus la gestion administrative, mais il faut dire qu'une chance, je peux m'appuyer sur une ressource externe pour l'entrée de la comptabilité. Je n'ai pas besoin de me... Bon. Sauf qu'au niveau de la gestion comptable et tout ça, administrative, le budget, c'est moi qui s'en occupe. Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé finalement de concentrer des pouvoirs ou des mandats qui arrivent de... Ils arrivent de partout. Bon, ça va comme ça? C'est parce qu'habituellement, quand on rentre dans un emploi, moi, je suis quelqu'un habituellement qui est très structuré, fait que j'aime préparer mes affaires. Mais dans le milieu où on est, c'est difficile
de vouloir préparer. On peut bien s'asseoir et dire, OK, cette semaine, je vais faire ça, je me garde tel bloc de vide. Ouais. Mais on a souvent des urgences, souvent des nouvelles priorités qui rentrent. On est obligé de mettre nos priorités qu'on avait prévues de côté. OK. Donc, mais vos mandats, en général, arrivent par le CA, non? Oui, par le CA. Ils arrivent par le CA. C'est des mandats qui sont délivrés par le CA. Il y a le plan d'action on doit réaliser au cours de l'année. Okay. Donc, les différentes, puis faire rapport au conseil d'administration pour dire où on en est rendu. Puis les comités, il y a des comités aussi qui sont impliqués dans le plan d'action qui font aussi rapport. Moi, mon rôle, c'est de coordonner le tout pour s'assurer que les choses arrivent à bon port au bon moment. Et font leur boulot. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on en parlait avec Pierre très ouvertement, la QDR, moi qui connais son histoire depuis l'origine, c'est tout le temps, comme dans toute organisation, il ne faut pas faire de complexe, mais c'est des luttes de pouvoir, des fois, c'est énormément de perte de temps, c'est bon, et pour vous, ça, c'est des téléphones à n'en plus finir. C'est sûr, quand il y a des luttes de pouvoir au sein d'un conseil d'administration, parce que qu'on soit dans l'entreprise privée ou dans l'entreprise... Oui, c'est partout. C'est partout. Où il y a l'humain, il y a l'humain. Mais on essaie... Notre rôle comme directeur général ou comme directeur ou coordonnateur, parce qu'il y a aussi une qui s'appelle coordonnateur dans le milieu, c'est surtout de pas se placer dans une situation de conflit. Et ça, c'est pas facile parce qu'on marche souvent sur des œufs. Et souvent, on est pris entre l'arbre et l'écorce aussi. Entre nous, là, depuis 3 mois, on le dira à personne, hein, mais depuis 3 mois, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Mettons que l'atmosphère est meilleure. Bon, l'atmosphère est meilleure. Puis on a l'impression comme DG, je respire mieux aussi. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'on agit, qu'on travaille, que les choses se mettent en place, même si c'est difficile, évidemment. Parce que vous n'avez pas seulement le CA, vous avez... ceux qui financent, ce qu'on appelle le SACEI. Oui, le SACEI, c'est le secrétariat. C'est un alphabet japonais. Hein, c'est le secrétariat à l'action communautaire et aux initiatives sociales, qui relève du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. OK. Fait que ce secrétariat-là, il a le mandat du gouvernement, premièrement, d'appliquer la politique communautaire sur tout le territoire québécois auprès des 5000 organismes communautaires qui sont reconnus. 5000 qui sont reconnus par le gouvernement du Québec. C'est un investissement de 1 milliard par le gouvernement du Québec dans les organismes communautaires, dans différents domaines, l'éducation, la santé, etc., etc. OK. Un mot sur le communautaire, très rapide, mais on a l'impression que ça permet au gouvernement de gagner de l'argent, non? Non, ça permet je dirais, ça permet au gouvernement pas de gagner de l'argent, mais d'économiser de l'argent. Oui, c'est ça que je voulais dire. Puis financer des organismes, qu'est-ce qu'on appelle de première ligne, ceux qui sont directement avec la population en santé mentale, exemple, ça permet au gouvernement de sauver beaucoup d'argent parce que les coûts sont moins élevés, les salaires sont beaucoup moins élevés, parce qu'il faut dire que dans le milieu communautaire, selon les dernières études, le salaire moyen est de 18 $ et le salaire médian est de 15 $, et c'est 85% des femmes qui sont dans le milieu communautaire. Mais c'est un peu effrayant. Oui. En plus, l'idée d'économiser de l'argent sur les fonds publics, ça paraît comme ça sympathique, mais c'est mais là, il faut dire qu'on a eu un coup de pouce dans les derniers mois parce que le nouveau gouvernement de la CAQ a réinvesti dans le communautaire. Ça faisait au-dessus de 10 ans que nos subventions n'avaient pas bougé. Dans plusieurs secteurs communautaires, comme le nôtre, on n'avait jamais été indexé depuis au-dessus de 10 ans. Donc, et là, c'était une bouffée d'air frais. Là. On a eu des augmentations intéressantes. C'est vraiment un choix politique du nouveau gouvernement. Est-ce que ça veut dire qu'on a assez d'argent? Non, jamais. Écoutez, une mission de défense des droits, on n'a jamais assez d'argent. Donc, parce que c'est des frais. Quand on veut défendre les droits des personnes aînées, c'est des frais, c'est des coûts. Il faut avoir des personnes qui sont spécialisées à l'intérieur des organismes pour pouvoir donner des bonnes informations aux gens sur leurs droits, comment défendre leurs droits, les appliquer leurs droits, etc. Donc, ça prend des gens qualifiés, donc ça prend beaucoup de ressources, puis ça prend beaucoup d'argent pour pouvoir avoir ces ressources-là pour faire l'édition qu'on a fait. Est-ce qu'on en a donc assez? Présentement, nous, on est chanceux parce qu'on a une portion qui vient du gouvernement, une bonne portion qui a augmenté, et puis aussi on a un partenaire financier qui nous soutient depuis 15 ans.
Donc, si on n'avait pas ce partenaire financier-là, l'argent de la subvention... Vous parlez de la capitale, hein? La capitale, je parle, pour ne pas la nommer, je parlais de la capitale. OK. On est entre nous, personne ne nous écoute. Mais un partenaire comme ça, c'est un peu ambigu des fois, hein? La défense des droits et puis la promotion de l'assurance privée, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, je comprends que vous soulignez ce point-là, puis il est important, puis il est intéressant, parce qu'il nous est posé aussi quand les gens nous appellent, c'est que notre partenaire n'intervient pas dans notre mission. Bon. Et un membre qui devient membre chez nous n'est pas obligé d'être assuré à la capitale. Moi, je ne suis pas assuré à la capitale, je suis assuré ailleurs. Donc, je suis membre aussi de la QDR. Donc, il n'y a pas une obligation là, puis il n'intervient pas non plus dans notre mission. Il nous finance certaines activités, puis il nous permet d'avoir un revenu stable à peu près d'année en année, là. Est-ce que, compte tenu du marché gris, comme on dit, oui, du market, est-ce qu'il y a d'autres commanditaires qui se pointent à la porte et qui seraient intéressés de participer à nos affaires? C'est plus difficile de trouver un partenaire financier qu'un commanditaire. Parce qu'un commanditaire, il ne verse pas d'argent à l'organisme. Un commanditaire, lui, donne des rabais aux membres. Mais ça, c'est bon pour les membres. Exemple, prenons la FADOC. La FADOC, vous allez sur le site de la FADOC, vous avez, sans exagérer, en 10 et 20 pages de commanditaires. Oui, oui. Donc, c'est pour leurs membres, même s'ils disent qu'ils font de la défense des droits. Si demain matin, votre mère ou votre père est dans une résidence, il y a un problème, appelez pas à FADOC, vous êtes membre, ils vont vous référer chez nous. Okay. Donc, dans le fond, qu'est-ce que fait la FADOC? Il fait de la défense des droits au niveau du gouvernement en déposant des avis, des mémoires, etc., sur des politiques gouvernementales, mais excusez l'expression, sur le plancher des vaches, mais la FADOC n'intervient pas. Mais ils ont beaucoup de membres, ils ont au-dessus de 500 000 membres, parce qu'ils ont beaucoup de commanditaires. Mais ils n'ont pas nécessairement des revenus des commanditaires, ils n'ont pas. OK, c'est comme si... c'est comme moi, si je suis client d'une chaîne d'épicerie et puis il y a un journal de spéciaux de la semaine, finalement, ça fonctionne comme ça, là? Oui, à peu près. Si on peut faire une caricature. C'est pas très gentil de dire ça d'eux, là, mais c'est pas étonnant que ça attire 500 000 membres. Non, c'est ça. C'est ça. Puis souvent, il y a des gens qui nous appellent et nous disent, souvent, c'est pas le prix qu'ils demandent en premier, c'est qu'est-ce que vous offrez? Comme commanditaire, c'est ça. Ah oui. Nous, on offre, on a 3 ou 4 commanditaires. On a Bétonnel chez nous. On a, j'ai un petit blanc de mémoire, on a un spécialiste pour l'audition. Donc, il y a aussi l'assurance voyage. Donc, puis à la capitale. Fait que c'est à peu près des partenaires commanditaires qu'on a. Mais nous, c'est réellement la défense. Si vous avez un problème, on va intervenir, on va faire de quoi, on va être actif. OK. Et notamment... à travers donc une organisation locale ou une organisation régionale. Oui. Donc quelques mots là-dessus, on va consacrer. Oui, il y a 40 sections à travers la province de Québec. On couvre 16 régions administratives et ils sont tous autonomes. Ils suivent toute la mission de la QDR. C'est tous des AQDR, portent tous le nom AQDR, avec une particularité dénominative sur leur région, exemple, la QDR de Saint-Michel à Montréal, dans le quartier Saint-Michel, ou si je prends la QDR de Monts-et-Rivières, dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, exemple, si je prends la QDR de Québec à Québec, ou la QDR de Montmagny-Lillet à Montmagny-Lillet. Donc, c'est toutes des organisations, sont toutes autonomes. C'est toutes des compagnies selon la loi sur les compagnies, chapitre 3 pour les... Oui, ils ont des statuts indépendants, mais ils ont l'obligation, pour porter notre nom, ils ont l'obligation d'appliquer la mission, de suivre la mission, les objectifs de la mission. Ça doit être un peu plus compliqué que si c'était un membership coupé en petits morceaux, mais que vous commandiez, dont vous auriez été le général directeur. Ouais. Mais je peux vous dire qu'il y a différentes structures organisationnelles. Hein? Puis, comme j'explique souvent, habituellement, on est considéré par le gouvernement comme un regroupement qui regroupe des associations. Sauf qu'on marche, moi j'appelle ça de ne pas marcher à la québécoise. À la québécoise, pour moi, c'est la plupart des regroupements d'organismes, c'est les organismes qui ont fondé le regroupement.
Tandis qu'à la QDR, moi, je dis qu'on marche à l'anglaise. Si vous prenez la Fondation des maladies du cœur, où j'ai travaillé, l'Hémophilie Québec, où j'ai aussi travaillé, c'est tous des organismes qui ont une organisation nationale, comme la QDR nationale, qui a créé les autres organismes. Donc, alors, on va s'arrêter là, mais on va reprendre, je pense, dans une autre émission que vous verrez sans doute la semaine prochaine, sur l'organisation, cette fois locale, de la QDR. Alors, merci et à très, très bientôt.